Voilà. Bon, merci infiniment en tout cas. Merci à Pierre-Yves Rougeron, à toute l'équipe du cercle Aristote. On dit les équipes aujourd'hui parce que l'idéologie est diversitaire, donc il faut mettre des pluriels partout. Mais en fait, dans les bonnes équipes, il y a une équipe et il y a un patron. Merci à lui, merci à vous, merci à tous ceux qui sont venus braver le froid et la faim pour venir m'écouter. Le sujet est quand même très très radioactif puisqu'il est question de l'extrême droite et que, si j'ai bien compris, le cercle, peut-être Aristote est lui-même d'extrême droite, on n'a pas interrogé Monsieur Papendai qui a bien voulu annoncer ma conférence d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a fait tout à fait exprès, mais en tout cas, ça, on va le remercier quand même. Nous sommes dans les locaux d'Action française, donc voilà. Moi-même, je suis devenu un pêcheur, enfin j'ai beaucoup pêché, j'avais commencé comme journaliste, j'avais abandonné le métier, je suis revenu dans le journalisme, et j'officie, comme vous le savez, dans une chaîne d'extrême droite, CNews, Europe 1, puisque M. Bolloré est un peu le Palpatine de l'extrême droite. Donc j'ai basculé complètement dans le côté obscur de la force, si l'on en croit en tout cas Monsieur Papendai, Monsieur Macron, Madame Tondelier. Il est vrai que l'extrême droite commence maintenant à la Côte de Boeuf, donc ça démarre très très vite. Je vous préviens, ne prenez pas de viande avec votre pizza, sinon vous allez avoir une pizza d'extrême droite. Blague à part, en ce qui me concerne, le seul engagement politique que j'ai eu, c'est au service de Jean-Pierre Chevènement en 2002. J'ai constitué un groupe autour de lui, j'ai appuyé sa candidature du mieux que je pouvais. Voilà, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, même si je pense que le début, le milieu était un peu mieux que la fin, la toute fin, on va dire ça comme ça. Je parle de la politique, je lui souhaite longue vie à Jean-Pierre Chevènement. Et on va donc aborder cette question de l'extrême droite. Alors, comme vous savez, c'est sur toutes les lèvres, ça démarre très très vite, c'est quelque chose de très contaminant, si j'ai bien compris. On est vite tombé dans l'extrême droite. Il faut essayer quand même de ne pas trop ressembler. D'ailleurs, il y a un danger, hein, c'est l'Action française. Donc, c'est De Gaulle qui a eu cette parole très forte concernant Maurras, qui pourrait s'appliquer d'ailleurs à d'autres gens aujourd'hui. Il est devenu fou à force d'avoir eu raison. Et je pense que c'est assez dangereux, somme toute, d'essayer de faire de la dialectique, de comprendre ce que des gens, soit de mauvaise foi, soit à moitié fous, peuvent raconter, parce qu'en prenant au sérieux des propos qui relèvent de la divagation, parfois de la psychiatrie du côté de ELV, extrême gauche, etc., et sinon, au mieux, de la mauvaise foi totale, si on prend ça trop au sérieux et qu'on argumente trop, on peut justement, alors je ne sais pas si on est contaminé par l'extrême droite, mais on peut effectivement être contaminé par leurs bêtises, en tout cas la prendre trop au sérieux. Mais enfin, on va essayer donc de ne pas trop leur ressembler, d'être un peu rigoureux. Moi, il me semble. Ah oui, je m'excuse, j'avais prévu de le dire aussi, donc je le dis, somme toute. Pardon, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de faire un topo très fouillé, et puis en plus, moi, je vous ai habitué avec Pierre-Yves à recevoir des universitaires de haut vol, ce n'est pas mon cas, je suis juste un éditorialiste qui est payé par l'extrême droite. Donc voilà, c'est dit. Alors, si on essaie de définir les termes, bah, il faut qu'il y ait de l'extrême et il faut qu'il y ait de la droite. On est bien d'accord là-dessus. Alors, l'extrême, bon, l'extrême, ça peut avoir deux sens très simplement. C'est soit un sens topographique, géographique, hein, c'est extrême, il y a l'extrême pôle, l'extrême sud, l'extrême nord, une position extrême, c'est très loin, quoi, ça va très loin. Donc, par rapport à de la droite, dure, il pourrait y avoir une droite encore plus dure, et après, il n'y a plus rien d'autre à droite. Donc, quand vous n'avez plus personne à votre droite, c'est-à-dire comme vous êtes, par exemple, comme Gérard Larcher, donc, quand vous êtes personne à votre droite, vous êtes théoriquement d'extrême droite au sens où vraiment vous êtes sur le curseur très loin vers la droite. La deuxième acception de l'extrême, comme vous savez, c'est l'extrémisme. Ça fait référence à des convictions incandescentes, violentes, profondes, du fanatisme et de la violence verbale. Il n'y a souvent qu'un pas ou qu'un point ou voilà, que de l'huile de ricin, des battes de baseball, que sais-je encore, pour passer à l'acte. Et c'est la violence des ligues, tout ce qu'on veut. Enfin bref, c'est le côté brutal de l'extrême droite. Donc il y aurait deux dimensions. Il n'y a plus personne à droite quand vous êtes à l'extrême droite, et deuxièmement, vous êtes violent. Maintenant, tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est que la droite? Ben, c'est pas si simple de répondre à cette question. Alors évidemment, on a là aussi quelque chose d'un peu géographique, une scission des hémicycles ou des assemblées parlementaires et une vague tradition quand même qui s'est installée d'abord, il faut dire, dans le parlementarisme britannique. Et
on va revenir à la Révolution française avec l'idée qu'il y a d'un côté des conservateurs et de l'autre côté des progressistes. Et la Révolution française, je pense, à bien des égards, nous sommes le pays paradigmatique. C'est vrai quand nous faisons d'ailleurs, quand nous fabriquons un impôt à Bercy, le monde entier regarde. Et il regarde tous les jours, en fait, en réalité, et plusieurs fois par jour. Donc, il y a quelque chose dans le génie français d'universaliste, comme vous le savez, le maître étalon, etc. Et donc, la Révolution française a effectivement donné une vision assez paradigmatique de la droite et de la gauche, avec une définition, je ne vous apprends rien, la gauche, c'est ceux qui voulaient finalement plus du tout du pouvoir politique du roi, qui voulaient avoir un monarque un peu empaillé, un peu à la Charles VI, et de l'autre côté, à la Charles III, pardon, de l'autre côté, on avait les partisans du veto. Et ceux qui étaient partisans du veto, ils étaient à la droite de l'hémicycle. Alors, on peut s'arrêter un instant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de veto? L'histoire du veto, d'abord, il y a une dimension conservatrice, puisque c'est garder un pouvoir du monarque, donc garder quelque chose de l'ancien régime dans le nouveau régime. Un peu la chaîne des temps, la tradition. Ensuite, il y a l'idée, à mon avis, d'une vision assez pessimiste de la nature humaine, c'est-à-dire ceux qui pensaient qu'il fallait confier un droit de veto au roi pouvaient le faire aussi parce qu'ils se disaient, bon, dans ces assemblées, les gens peuvent être arrivistes, ils peuvent être corrompus, c'est arrivé, hier c'est arrivé encore, ça arrive encore aujourd'hui. Deuxièmement, ils peuvent finalement être entraînés, les esprits peuvent s'échauffer dans les débats parlementaires. Il y avait cet esprit des Lumières, de la raison raisonnante, de dire si les hommes de bonne volonté rationnelle délibèrent entre eux, ils vont trouver les meilleures solutions et on va pouvoir arrêter les meilleurs votes et faire émerger non seulement l'intérêt général légitime, mais en plus quelque chose qui soit absolument rationnel. Et dans cette idée de laisser un droit de veto au roi, il y a l'idée, ben non, finalement, ça peut mal tourner. De fait, la terreur, la volonté de reprendre la tabula rasa, le calendrier à zéro, le culte de l'être suprême, enfin, ces gens-là avaient un peu d'intuition, c'est un peu parti dans le décor. Mais on peut aussi se dire que le veto, c'était parce que d'aucuns pensaient à l'époque encore que le roi était de droit divin. Donc il y avait quelque chose de mystérieux. Et on est toujours dans une vision finalement assez pessimiste de la nature humaine, c'est-à-dire que s'il y a un roi de droit divin, c'est que les hommes ne se gouvernent pas complètement, la raison raisonnante n'opère pas complètement, la liberté c'est bien, mais il faut l'encadrer, sinon ça peut devenir la licence. Voilà, et ça nous amène donc à effectivement cette dichotomie première essentielle entre d'un côté les conservateurs et de l'autre côté les progressistes. Les conservateurs, ces spécialistes en sciences politiques qui disaient ce sont des atrabilaires, ce sont des bilieux, ce sont des gens qui se méfient de tout, qui sont prudents. C'est un peu les Tati Daniel de la politique. Et puis il y a de l'autre côté des sanguins, des gens qui vraiment, eux, sont très optimistes, font confiance dans la nature humaine, veulent tout changer, veulent tout refaire à neuf, ils ont de l'audace, ils ont de l'ambition. Et c'est cette dialectique entre les deux qui est la droite et la gauche. Donc, à partir de là, reprenons. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extrême droite? Qu'est-ce que sont les gens? Alors, déjà, on peut avoir cette idée par rapport à la Révolution française, c'est ce qu'on appelle les ultras. C'est ce que René Raymond, dans sa dichotomie des trois droites, vous savez, la droite légitimiste, la droite orléaniste et la droite bonapartiste, c'est la droite légitimiste, c'est ça l'extrême droite. Donc, déjà, pour commencer, il y a une première appréhension de ce qu'est l'extrême droite, des gens qui sont à la fois vraiment très très à droite, il n'y a pas plus à droite qu'eux, ils sont plus royalistes que le roi. C'est bien ça qui s'est passé avec les ultras, jusqu'au moment où Charles X a voulu, comme vous le savez, imposer le drapeau blanc, et c'est pas passé. Donc ils étaient, voilà, ils voulaient en rajouter, il n'y avait pas plus à droite d'une certaine façon qu'eux, pas plus conservateur qu'eux, pas plus traditionnaliste qu'eux. Mais tout de suite se pose quand même une sorte d'aporie, de contradiction qu'a bien montré Joseph de Maistre dans ses considérations sur la France, c'est comment peut-on être conservateur quand on hérite d'une révolution et d'un État et d'une solution, d'une situation politique, mais d'une société qui a été intégralement bouleversée, où de nouvelles institutions sont nées qui ne sont plus celles de la tradition. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, on n'est plus traditionnaliste, on n'est plus conservateur, on est réactionnaire. C'est-à-dire qu'on est pour brutaliser un peu les choses, pour revenir en arrière, pour faire remonter le temps à la société, réimposer le drapeau blanc. Le droit divin n'a pas été réimposé, comme vous savez, en 1815, le Code civil a été maintenu, un certain nombre d'acquis de la Révolution ont été maintenus, mais il y avait la volonté de restaurer de manière plus ou moins brutale le fantasme des ultras, des gens de Coblence, de noyer Paris dans le sang des patriotes. Bon, il est gentil, Philippe de Villiers, avec son histoire des Vendéens, etc., mais enfin, les républicains n'avaient pas le monopole du sang et le monopole du fanatisme.
Les Vendéens, je pense que c'était pas triste déjà pour commencer, sans parler évidemment de ceux qui rêvaient à la fois de découper le royaume de France, le plus beau royaume sous le ciel, d'en donner des parties aux uns et aux autres, aux cousins, etc., dans les familles régnantes, et puis évidemment surtout d'écraser dans le sang ce peuple qui avait osé couper la tête finalement de son totem et dans une espèce de geste psychanalytique dire bah voilà, nous n'avons plus besoin de père, le père c'est nous, c'est un nous collectif. Ce qui est intéressant d'ailleurs, je ne vais pas faire un espèce de condensé de l'histoire de France, mais l'histoire de France ça commence quand même avec Hugues Capet 987. Hugues Capet est un primus inter pares, il a des ducs et lui il dit moi je suis très différent des autres, je suis le premier entre des égaux. Et on va accélérer l'histoire de France, mais à plein de moments de l'histoire de France, il y a cette alliance qui va se nouer entre un des aristocrates qui va s'appuyer sur le tiers-état et qui va finir par émonder les châteaux, faire baisser la tête de tous les autres nobles, et ensuite d'arriver à une situation qui va permettre à la Révolution de se dire, bah, attends, en fait, c'est vrai, tu es peut-être finalement le premier citoyen, mais nous sommes tous aussi des citoyens, donc tu n'es plus le roi, tu es le citoyen Capet, et de manière symbolique, le peuple français devient son propre souverain. C'est un phénomène d'ailleurs très, très à la fois éclatant, au sens d'un orage, mais et violent, ultra violent, mais aussi quelque chose d'incroyable dans l'histoire des hommes, et quelque chose d'inédit. Donc voilà la première définition d'extrême droite, c'est la réaction, ce sont les ultras. Et la deuxième définition de l'extrême droite par rapport à cette droite en version extrême, eh bien je pense que c'est la réaction romantique allemande, germanique, puisque les armées de Bonaparte, d'abord les armées de la République, puis les armées de Bonaparte ont été imposées, sabre au clair, le code civil, aux différents peuples qui constituaient l'Allemagne de l'époque, et enfin, qui n'existait pas comme vous savez, qui s'est constitué justement en réaction à cette, encore une réaction à cette invasion. Et là ressurgit un discours, comme vous le savez, très violemment anti-1789, très violemment anti-lumière, très violemment anti-raison résonante, qui exalte alors, le romantisme, le sacré, le mystère, le Blut und Boden, le sang et la terre, le folk, donc quelque chose qui n'est plus de l'ordre du citoyen, de la délibération, du contrat social, librement institué, mais l'homme appartient à un folk, c'est presque le retour du refoulé ethnique, en quelque sorte. Et il y a évidemment une dimension très irrationnelle, mais aussi une dimension extrêmement autoritaire. Il n'est plus question de séparer les pouvoirs, il n'est plus question de délibérer, etc. Et ça va se finir, comme vous savez, avec le royaume de Prusse, quelque chose à la prussienne, hein, avec à coups de baguette. Et on a donc la construction effectivement d'une autre matrice de l'extrême droite, en plus des ultras, en plus du retour à l'ancien régime réactionnaire, cette idée de l'extrême droite. Et on y reviendra parce que je crois que là, il y a une sorte d'astre noir de l'extrême droite. C'est, à mon avis, pour nos dirigeants, c'est ça qu'ils appellent l'extrême droite. C'est l'extrême droite pure et parfaite. Il existe un marché pur et parfait, puisque cette vision romantique anti-française, anti-1789 a abouti de guerre en guerre et de défaite en défaite pour l'Allemagne, évidemment, au nazisme. Maintenant qu'on a cette idée de l'extrême droite, c'est quand même, il faut le dire, faire à mon avis, un pas de côté, en disant que c'est quand même extrêmement difficile de définir ce qu'est l'extrême droite, de toute façon, et c'est pas une pirouette. Ça m'a fait penser, en réfléchissant à ce sujet, à Wittgenstein, qui essaye de définir ce que c'est qu'un jeu. Et c'est donc toute la question du critère. Pour définir, il faut avoir un critère, et pour définir, il faut avoir une essence. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose qui soit commun à tous les jeux, et uniquement au jeu. Donc si vous avez une définition qui inclut ce qui n'est pas un jeu, bah, c'est pas vraiment une bonne définition, qui atteigne vraiment l'essence de ce que c'est un jeu, ou qu'est-ce que c'est l'extrême droite, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, qui soit commun à tous les mouvements d'extrême droite, et qui n'en oublie aucun qui soit exhaustif. En fait, Wittgenstein dit d'ailleurs, voilà, il y a le tarot, il y a le jeu de quilles, il y a alors la roulette russe, bon, c'est plutôt la roulette ukrainienne par les temps qui courent, mais enfin, grosso modo, il y a des tas de choses comme... Et Wittgenstein dit, ben, en fait, c'est des jeux très différents, mais grosso modo, il y a un air de famille entre ces jeux. Il prend l'image de la photo de famille, alors c'est des gens très différents, c'est des enfants, mais on voit quand même s'il y a des hommes, des femmes, à l'époque, il n'y avait que ça, c'est un peu limité, les pauvres, et c'est peut-être plus facile pour les toilettes, enfin, je sais pas. En tout cas, ils sont très différents, ils ne se ressemblent pas du tout, mais on voit qu'ils ont un air de famille. Et c'est ça, dit Wittgenstein, pour définir quelque chose, il faut trouver ce fameux air de famille. Et en réfléchissant au jeu, on peut se dire, bon bah voilà, par exemple, le divertissement pascalien, c'est commun à tous les jeux, la gratuité, c'est commun à tous les jeux. Eh ben non, en fait, non.
puisque les jeux du cirque, les gens ont été payés. Le poker, c'est un jeu, il y a de l'argent, et les gens font aussi ça pour de l'argent. C'est pas tout à fait gratuit le poker. Il faut demander au joueur de poker, je crois pas qu'ils aient une vision très gratuite et très communiste du poker. Enfin, c'est pas un jeu très communiste. Ensuite, alors, maintenant, si on balaye maintenant toutes ces différentes extrêmes droites, est-ce qu'on trouve un air de famille? Mais je suis pas sûr, en fait. Moi, je vous invite à réfléchir à ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'air de famille. Vous voyez, par exemple, dans les droites de René Raymond, il y a le légitimisme. Donc, le légitimisme, nostalgie de la Révolution française, nostalgie, pardon, de l'Ancien Régime, abolition de la Révolution française, on fait marche arrière, mais il y a aussi le bonapartisme. Bonapartisme, ça peut avoir affaire avec l'extrême droite, le culte du chef, l'ordre, l'armée, la puissance, etc. Enfin, tout ce qu'incarne Éric Zemmour, d'ailleurs, à son corps défendant. Mais il l'incarne, en tout cas, il a essayé de l'incarner. Et cette idée de bonapartisme, pas du tout une idée d'extrême droite. C'est même pas une idée de droite, pour commencer. C'est-à-dire que Bonaparte, comme disait Talleyrand, ou Metternich plutôt, Metternich disait Bonaparte, c'est Robespierre à cheval. Évidemment, Bonaparte, c'est la Révolution française qui prend une forme étatique. D'ailleurs, Bonaparte l'a dit, la Révolution s'arrêtera aux bornes que je lui fixerai. Et ça a été tout à fait le cas. Il a donné une structure, un État, une colonne vertébrale, une verticalité à la Révolution française. Certes, ça va tout de suite ouvrir le débat du parlementarisme, parce que Bonaparte, c'est pas le parlementarisme. Bonaparte, c'est justement quelque chose qui renoue avec cette tradition de l'Ancien Régime, du monarque qui s'appuie sur le peuple avec le plébiscite. Et donc, on est dans une idée, mais complètement opposée à celle de la droite légitimiste, qui ne veut pas entendre parler du peuple. Mais qu'est-ce que c'est que cette saleté, le peuple? Voilà, chassez-moi ces gens-là, rétablissons au plus vite le servage, on ne trouve plus de petit personnel. Donc, ça, c'est problème qu'a résolu Deliveroo, entre autres d'ailleurs, grâce à l'immigration illégale sous les applaudissements de ELV et de LFI. Maintenant, si vous regardez, alors là, parce que nos dirigeants, ce qui est bien, c'est que vous appuyez sur un bouton, ils sont tout à fait prévisibles, ils ont un côté enfin, pavlovien, en fait, en réalité. Donc si vous demandez, il n'est pas là ce soir, j'espère un peu que ces mannes, son esprit flotte autour de nous pour nous éclairer, mais M. Papendiaï, très très grand, très intellectuel extrêmement puissant du XXIe siècle, s'il était là, il nous parlerait tout de suite des heures les plus sombres. Tout de suite, c'est sûr. Tout de suite de l'entre-deux-guerres, des années 20, des années 30, le parfumeur qui finance ceci, qui finance cela, etc. Bon, les 50 nuances d'heures les plus sombres. D'accord. Ok. Et quand vous regardez les 50 nuances d'heures les plus sombres, quel est l'air de famille? Moi, je veux bien, entre l'action française, Maurras, une certaine idée du classicisme contre l'hubris, retour au XVIIIe siècle, avoir un mot qui doit dépasser, etc. Le grec. Ok. Ces gens-là, ils voulaient le retour de la monarchie au nom d'une très haute idée de la raison, d'ailleurs, bizarrement, et de l'État. Mais quand vous demandez aux croix de feu, les croix de feu, c'est-à-dire les gens du colonel de la Roque, à mon avis, ils ressemblent beaucoup à Boulanger, enfin, boulangisme, même c'est pas exactement le même mouvement. C'est-à-dire, c'est une sorte de. Enfin, c'est une version loser de Bonaparte, en fait. C'est-à-dire, on sort le drapeau, etc., on y va, il n'y a personne derrière. C'est pas grave. Le mec va se suicider sur la tombe de sa maîtresse. C'est une sorte de pantalonnade bleu-blanc-rouge. On a l'habitude, dans notre histoire, d'avoir cette espèce de. Ça ressort régulièrement. En fait, les croix de feu, ils ne sont pas du tout dans la même ambiance que l'Action française. J'ai beau chercher, il n'y a pas grand-chose de commun. C'est vrai, ils ont le culte de l'homme fort, c'est le colonel de la Roque, ils ont le culte peut-être de la discipline, de l'ordre, admettons, mais enfin, l'ordre qu'ils veulent mettre en place, alors on va dire, et là, Papenda dira, oui, mais monsieur, j'ai une idée, c'est l'antiparlementarisme. Merci, Pape, merci. Alors, donc l'antiparlementarisme, d'accord, parlons-en, c'est vrai, indiscutablement, ils veulent abattre le parlementarisme, parce qu'ils jugent que c'est un régime inefficace, très très corrompu, enfin, on connaît tout ce discours. Très bien. Mais l'antiparlementarisme, est-ce que c'est l'apanage de l'extrême droite? Est-ce que le Parti communiste, le marxisme, toutes les avatars de l'extrême gauche et de la pensée marxiste, trotskiste, etc., est-ce que ces gens-là ne critiquent pas la démocratie formelle? Est-ce qu'ils ne critiquent et même décrédibilisent pas, délégitiment pas intégralement le parlementarisme? Bien sûr que si. Bien sûr qu'on sait que leur parlementarisme est absolument tactique. Ils n'en croient pas un mot. Ce qu'ils veulent faire, c'est la dictature du prolétariat. Bon, donc, vous voyez, c'est assez bizarre.
on a du mal quand même à trouver cette ère de famille. Le PPF, Doriot, là, on est... Ça, c'est vraiment... Alors, pour le coup, je dis ça sans aucune ironie, sans aucune distance, je pense que lui, c'est vraiment la bête immonde. Regardez bien, d'ailleurs, trouvez des images de Doriot, et mettez avec ses lunettes, qui n'ont rien à voir avec les miennes, et mettez en parallèle les images de Mélenchon. Je dis ça, je dis rien. Parallèle ou la corpulence, c'est pas la même. Non. Intellectuel, vous voulez dire. L'orateur, les deux étaient malheureusement assez bons. En tout cas, il y a dans quelque chose qui s'apparente plus au fascisme français, au nazisme français, le PPF, hein, vraiment, aucun reniement des Lumières, aucun reniement de 1789, même une exaltation de 1793, même une exaltation de 1917. Bon, ça devient quand même très compliqué de trouver ce fameux air de famille. Là, on est dans une idéologie comme le nazisme de la révolution. Ah, on n'est plus du tout chez les atrabilaires ou les prudents, etc. Pas du tout. Alors là, on y va, voilà, au lance-flamme. Donc, c'est compliqué. L'ordre, l'autorité du chef, enfin, moi je veux bien, mais le terme Vodge, vous le connaissez sûrement, ça désignait Staline. Il y a un culte de la personnalité que n'ont pas inventé les nazis, ils ont complètement repris ça, d'ailleurs, des bolcheviks. C'était d'ailleurs toute une époque, en fait. C'est une époque, et l'époque des masses, est une époque totalitaire, dont vous sentez d'ailleurs, même dans les régimes non totalitaires, aux États-Unis avec Roosevelt, en France même avec le Front populaire, ou même dans l'architecture. Enfin, Roma Termini, ok, on voit bien que c'est pas une idée très humaniste de l'homme dans cette architecture, d'accord, mais regardez le palais de Chaillot, c'est fait à la même époque, enfin, genre, on est dans tout à fait la même ambiance. Donc cette idée d'ordre, cette idée que l'État doit revenir, que l'individu doit rester à sa place, qu'il faut exalter le chef. Entre nous, c'est indicible. On sait bien que pour Papendai, de toute façon, De Gaulle, il est très à la droite de l'extrême droite, évidemment. Mais quand vous lisez le fil de l'épée, l'armée de métier, etc., quand même une exaltation du commandement, il y a une exaltation du chef, hein. C'est sûr et certain. Donc ça ne peut pas être le critère non plus de l'extrême droite. Ou alors, ça fait de Gaulle le plus extrémiste, voilà, le plus extrémiste de droite de notre histoire, ce qui n'est évidemment pas raisonnable. Donc je pense que c'est très difficile de trouver un critère. Alors pour une autre raison que je partage avec vous, qui est assez évidente d'ailleurs, qui est le fait qu'on définit la droite, même la droite et la gauche, a fortiori l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc notre sujet c'est l'extrême droite, on définira l'extrême droite dans un positionnement évidemment relatif. Relatif dans l'espace en fonction des pays, des traditions, etc. Relatif dans le temps, sûrement, parce que même l'idée de réaction, on pourrait se dire, y a quand même une volonté de passion triste, de réagir de manière extrêmement violente, extrêmement brutale, qui n'est pas animée, contrairement au bolchevisme ou au maoïsme, quoi, par une volonté, enfin par une idée idyllique de l'humanité. On va dire que les nazis voulaient quand même faire un homme nouveau, un ordre nouveau, etc. Mais tout ça était quand même très sombre en réalité. C'était quand même, et si la pensée d'Hannah Arendt est évidemment extrêmement puissante, je pense que le communisme a pu séduire parce qu'on disait bon, il faut ce qu'il faut, mais à la fin des fins, l'amour s'échangera contre l'amour et à la fin, ça sera le sermon sur la montagne. Et là, chez les nazis, c'était quand même assez compliqué leur histoire. Alors que si vous n'étiez pas grand, blond, etc., c'était quand même mal barré pour vous. Très mal barré. Donc il n'y avait pas cette dimension évidemment universaliste. Et donc on pourrait se dire, après tout, la volonté de réagir, notamment par ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intelligentsia déclassée ou de petits bourgeois aigris. Il y a d'ailleurs un texte incroyable que vous connaissez sûrement, qui est un texte de journaliste, d'un Américain, qui décrit l'arrivée des premiers élus du NSDAP à Berlin, au Bundestag, William Reich, voilà, ça s'appelle le Troisième Reich, et il les décrit, ils sont tous, il y a un boiteux, un boitreux, ils sont tous extrêmement bizarres, il y en a un qui a l'œil qui regarde de côté, etc. Et il décrit une espèce de galerie des monstres. Je ne vous demande pas, je ne vous ai pas demandé de regarder à quoi ressemble le député LFI, mais c'est à vous de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réaction, même idée de réaction, même idée qu'on a des passions tristes et on veut violemment abattre l'ordre établi pour fabriquer une espèce de surordre viriliste qui va tout écrabouiller, etc. Même ça, cette réaction n'est pas quelque chose de caractéristique de l'extrême droite. Même idée de réaction, d'ailleurs, je pensais à ça en 1815. Imaginez en 1815, Louis XVIII est de retour. Bah, je sais pas, vous êtes républicain, jacobin, bonapartiste, vous êtes objectivement un réactionnaire. Enfin, vous voulez évidemment revenir en arrière
et vous voulez aussi abattre l'ordre établi, vous n'êtes pas partisan du statu quo. Moi, je pense que une des clés de lecture de cette idée d'extrême droite, qu'est-ce qui est à l'extrême droite et où va l'extrême droite dans l'histoire contemporaine politique de la France, il y a ce mécanisme qui démarre avec 1789 hein, et qui ensuite, jusqu'à mon avis, la chute du mur de Berlin, même si on change complètement de matrice avec l'apparition du socialisme et du communisme, il y a l'idée qu'émerge toujours depuis 1789, poussent comme ça, des forces qui sont plus à gauche, toujours plus radicalement à gauche. Et donc ça va déplacer tout l'échiquier politique, de sorte que des gens qui sont des conservateurs vont se retrouver de fil en aiguille d'extrême droite. Le parti radical n'est pas d'extrême droite, évidemment, mais le parti radical veut bien dire ce qu'il veut dire. Le parti radical, c'est quand même le parti, les LFI de l'époque, ou les trotskistes de l'époque, je ne sais pas, quand Clémenceau a démarré sa carrière, et ça a fini voilà, avec des gens qui étaient très très établis dans la société, des notables, des bourgeois. Le Parti socialiste a été disrupté par le Parti communiste, le Parti communiste a même été disrupté par une extrême gauche, et ainsi de suite. Moi, je pense que cette mécanique, elle s'arrête à partir de 1991. Et cette lecture de l'extrême droite, c'est par rapport à quelque chose qui se déplace toujours allant de la gauche vers la droite, tandis que depuis 1991, c'est pas tellement ce qu'on observe. Alors, oui, vous allez me parler de LFI sans doute, c'est à mon avis un autre sujet, mais on peut faire une parenthèse. Moi, j'ai l'impression plutôt que LFI court après EELV, après l'écologie, et après le wokisme américain, plutôt, il y a quelque chose de tout à fait forcé, de tout à fait folklorique, de tout à fait une espèce de singerie de l'extrême gauche française dans LFI. Le fond de LFI, la radicalité, la dinguerie, comme diraient nos amis des quartiers populaires, bien sûr. La dinguerie de LFI, c'est quand même le wokisme, c'est quand même l'islamo-gauchisme, c'est des idées en fait qui sont d'abord, à mon avis, portées plutôt par EELV, de manière pure et parfaite, plutôt que par LFI. Mais c'est mon idée. En tout cas, il me semble que depuis 1991, il y a quelque chose qui a émergé. Alors ça a démarré un peu avant, mais qui a déplacé l'échiquier politique, on a l'impression, toujours plus à droite, dans un mouvement balancier très différent en réalité, puisque c'est l'apparition du Front National. Voilà, on est dans l'antre de la bête, ça sent vraiment, vraiment l'animal, le fauve, qui est, ben là aussi, je ne vais pas vous faire le coup de l'air de famille de Wittgenstein, mais c'est quand même très compliqué d'expliquer d'abord pourquoi des gens de la résistance, alors certes, des gens qui étaient ex-d'extrême droite, qui ont été à Londres, mais enfin qu'importe, des gens d'extrême droite, pardon, des gens ex-d'extrême droite, mais aussi d'ailleurs des vrais gaullistes purs et durs, en fait, en réalité, plus des anciens vichistes, se sont retrouvés ensemble autour de Jean-Marie Le Pen, certes dans une ambiance sans doute bon enfant, etc., très sympa, bras dessus, bras dessous. Il les a peut-être pas tous amenés à la fête de la bière en Bavière, enfin, grosso modo, ça sentait pas non plus le philo-sémitisme à plein nez. Mais enfin, l'idée, c'est pas tellement l'extrême droite, en fait. Qu'est-ce qui va réunir tous ces gens? Ils l'ont mauvaise après la guerre d'Algérie, bien sûr. C'est ça la vraie matrice du Front National. Le truc d'ailleurs est complètement. Est-ce qu'il est si anti-parlementaire que ça? Si, ils sont quand même énervés contre la 4ème République, c'est sûr. Mais en fait, il va ressortir, ce truc va être ressorti comme un diable de sa boîte. Vous connaissez par cœur l'histoire, par François Mitterrand, avec quand même un point commun entre François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen, qui est non pas une forme d'antiparlementarisme pour le coup, mais une forme d'antigaullisme, avec l'idée qu'en ayant transformé les institutions, en installant le président de la République comme l'élu du suffrage universel, surtout après 61, 65, pardon, 62 c'est la guerre de 65. Après 65, le général de Gaulle, évidemment, va quand même attaquer le parlementarisme. Et Jean-Marie Le Pen, qui a été, il ne faut pas l'oublier, le plus jeune parlementaire de son époque, le plus jeune député de son époque, peut-être l'un des meilleurs orateurs aussi de l'époque, promis un avenir absolument incroyable, c'est une sorte de comète. Le retour du général de Gaulle en 58, la transformation des institutions au fur et à mesure, et l'installation notamment d'ailleurs d'un suffrage, majoritaire à 2 tours, uninominal majoritaire à 2 tours, un peu à l'anglaise, que vous voulez Debré, a complètement cassé les pattes d'un Jean-Marie Le Pen. Et donc, il va en concevoir, à mon avis, une détestation. On n'est pas tout à fait dans la définition de l'antiparlementarisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien, même si je pense que le Rassemblement national est vraiment très, très, très différent du Front national, même de nature, bah, ces gens-là sont complètement dans le parlementarisme, ils défendent
le Parlement, le pouvoir du Parlement, etc., notamment contre l'exécutif. Donc les choses sont toujours plus compliquées que ça. Donc il me semble que l'émergence de cette force à droite a enclenché un mécanisme qui fait que il y a oui, une espèce comment, de durcissement à droite, de durcissement, enfin tous les sondeurs en parlent, l'opinion publique française passe à droite, etc. Mais là aussi, c'est très relatif. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour comprendre vraiment ce mécanisme de l'opinion bascule à droite, se demander qu'est-ce que c'est que la gauche en face. C'est-à-dire, vu l'état de la gauche, on ne peut pas, même si on est soi-même profondément à gauche, on ne peut pas regretter que les gens embrassent les idées du Rassemblement national, c'est-à-dire vaguement un mélange, un medley, un remix entre le parti communiste version Georges Marchais et le RPR version Chirac, parce que c'est ça dont il est question en fait. Voilà, donc il me semble que si on résume, l'idée que de l'extrême droite par la classe dirigeante, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est vraiment le noyau dur qui est déjà très différent de toutes les autres extrêmes droites et très particulière, qui est le nazisme à l'état pur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même si le vrai nazisme en France pendant l'occupation a été tout à fait marginal, quand nos dirigeants parlent de l'extrême droite, ils font référence, me semble-t-il, à cette ultra extrême droite, cette extrême droite de l'extrême droite, l'astre noir du nazisme. Et ils se disent, même s'ils le savent très bien que Vichy n'était pas composé que, même pas que de gens de droite d'ailleurs, mais a fortiori pas de gens d'extrême droite, pas de fascistes, pas de nazis, en tout cas, ils ont pactisé avec le diable. Donc il y a l'idée vraiment d'une sorte de déchéance morale. Cette idée ça nous ramène bien sûr à ce fameux point Goodwin, qui est la justification, si de toute façon, de près ou de loin, en remontant votre arbre généalogique politique, on peut trouver Adolf Hitler, de toute façon, on ne doit pas vous entendre. On doit vous couper le micro, vous n'avez pas le droit de parler. Donc il y a une idée de bannissement des médias, là, cette histoire de Geoffroy Lejeune, c'est ça. CNews, déjà, a un discours qui n'est plus celui de la classe dirigeante. C'est une chaîne info, donc c'est déjà très grave, docteur. La presse écrite, c'est autre chose. Symboliquement, c'est plutôt l'apanage des intellectuels, ça semble être plus noble, même s'il y a beaucoup moins d'impact et d'influence en réalité sur la formation d'opinion publique, moins de lecteurs, etc. En attendant que le JDD, c'est-à-dire le premier titre de presse écrite, grand public, bascule aux mains de ce qu'ils appellent l'extrême droite, ce n'est pas possible. Et donc, derrière cette idée, je pense qu'il y a quelque chose qui est à la fois dans leur définition de l'extrême droite, très caricatural, très radical, c'est soit directement parce qu'on est nazi caché, comme Zemmour, nazi juif caché, c'est très bizarre, soit deuxième solution parce que on est dans la même, sur la même pente glissante que Vichy, donc on dîne, comment c'est, il n'y a pas de cuillère assez longue pour dîner avec le diable, on a dîné avec le diable, symboliquement, on n'a plus voix au chapitre. Et donc il y a l'idée, moi je pense que c'est à la fois quelque chose de très radical et en même temps, comme on le sait, ça démarre très très vite. Ça démarre très vite parce que si vous êtes patron du Parti communiste et que vite vous mangez de l'entrecôte, c'est l'extrême droite. Enfin, il y a quelque chose quand même, il y a déjà un processus qui est enclenché qui va aller jusqu'à l'extrême droite. En fait, la définition réelle de ce qu'ils veulent dire par extrême droite, je vous le traduis en français, c'est quand vous n'êtes pas d'accord avec le paradigme de la classe dirigeante. C'est plus simple, on va dire ça comme ça. Si vous discutez des bienfaits de la mondialisation, extrême droite. Si vous discutez, donc ça veut dire la libre circulation des biens, des services, des containers, tout ça, les marchés financiers, vous discutez de ça, extrême droite. Vous discutez des marchés financiers, oulala, Rothschild, le complot, oh, extrême droite. Deuxième chose, vous discutez de la libre circulation des personnes, c'est-à-dire et à l'intérieur de l'Union européenne, mais même à l'extérieur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières. Les frontières sont d'extrême droite par essence. Ben, vous êtes d'extrême droite. On voit bien quand même qu'il y a quand même une cohérence, personne ne souligne, entre, dans le modèle néoclassique, il faut que les capitaux, les biens circulent librement, mais aussi que les travailleurs circulent librement pour former un prix de marché mondial. C'est pour ça qu'ils volent sur les métiers en tension de l'immigration. Donc c'est une idée intégralement capitaliste, cette idée de l'immigration. Je ne vous renvoie pas à Georges Marchais, même à toute la tradition socialiste internationaliste. Enfin, on imagine. Je lis de temps en temps des vieux éditos de Jean Jaurès.
Et il y a un éditorial absolument fascinant, je le retrouve, où il engueule un médecin qui est un médecin, je crois, qui vient des Balkans et qui veut s'installer en France. Il le pourrit, alors pas tellement parce qu'il va faire baisser le prix des salaires des autres médecins, c'est pas possible, le pauvre, il est tout seul, mais il dit, mais c'est scandaleux, moi je ne suis pas, alors il dit pas mondialiste, mais il dit, moi je suis internationaliste. Donc je trouve ça absolument scandaleux que tu refuses d'enseigner la médecine là d'où tu viens. Donc retourne de là d'où tu viens, au nom précisément de la solidarité internationale entre les pays. Évidemment, cette idée est très très loin maintenant. Si vous discutez de la fameuse société ouverte, de la société liquide, de l'idéologie diversitaire, du paradigme de l'état de droit qui doit bloquer la démocratie, si vous discutez de la construction européenne, si vous n'êtes pas d'accord avec l'un des aspects de quelque chose qui est quand même un paradigme assez solide, assez dur, qui peut se décliner, il y a la version ELV, la version LFI, la version macroneuse, etc. C'est pas exactement les mêmes, hein. Mais ça fait un bloc, à mon avis. Comme Clémenceau disait, la révolution est un bloc, moi je pense que la mondialisation est un bloc. Donc si vous discutez de ça, vous êtes d'extrême droite. Donc le mot extrême droite veut dire interdiction de ne pas être d'accord avec le modèle dominant. Et on arrive quand même tout de suite à un paradoxe absolument fascinant, c'est que si vous voulez débattre, vous êtes d'extrême droite. C'est très simple. Mais dites donc, le parlementarisme ne serait pas le débat par hasard? Ce ne serait pas la confrontation de points de vue différents? Taisez-vous, vous êtes d'extrême droite. Okay. On a peut-être besoin davantage, comme dit mon ami Mathieu Bocoté, d'un exorciste ou d'un spécialiste des religions et de l'exorcisme, plutôt que d'un politologue pour comprendre ce qu'ils appellent l'extrême droite. L'extrême droite, c'est des gens qui sont dans le péché, qui ne se rendent pas compte d'ailleurs parfois, et qui sont dans le péché et qui refusent de répéter la prière Notre Mère Bruxelles, Notre Mère Gaïa, priez pour nous pauvres pécheurs, hommes blancs de plus de 50 ans, priez pour le maintien de l'ouverture des frontières, le maintien de la tolérance, etc., etc. Et si vous discutez de ce dogme, encore une fois, vous êtes un pécheur, et en fait, derrière, évidemment, vous refusez le fait, là, ça nous ramène au wokisme, que vous avez une culpabilité en tant qu'occidental. Ça nous ramène bien sûr aux heures les plus sombres parce que vous n'avez pas compris que la démocratie, ça peut déraper, donc maintenant on doit l'encadrer dans l'état de droit, et si possible, on doit l'encadrer aussi avec la construction européenne. Le peuple peut errer. Pardon? Le peuple peut errer. Le peuple erre, même en général. C'est à ça qu'on le reconnaît pour eux, en tout cas. Donc, il y a cette idée, mais on sent bien aussi que c'est pas seulement le fait d'être en désaccord, c'est plus spécifiquement, et ça nous ramène encore à l'astre noir du nazisme, être en désaccord sur une question, pas n'importe laquelle, sur une question qui va automatiquement vous associer, enfin vous mettre dans le camp du racisme, et c'est de la xénophobie, de la haine de l'autre, et de proche en proche, bien sûr, de la réouverture des chambres à gaz, ça ne saurait tarder. C'est-à-dire la question de l'immigration. Si vous discutez, pour être mais simplement vous avez l'outrecuidance de vouloir débattre démocratiquement de cette question, vous ne le savez pas vous-même, mais en fait, vous êtes un partisan secrètement de l'ouverture des chambres à gaz. C'est ça l'histoire. Très, très bizarre. Et c'est pour ça que je pense qu'un exorciste pourrait mieux comprendre ce phénomène que nous. Avec des contradictions, mais qui sont, mes amis, des contradictions insensées. Et Pierre Rochant a produit sans doute une analyse que vous avez lue dans le Figaro, il a 100 fois raison, pointé une contradiction monstrueuse. Ces gens-là prônent une société ouverte, non discutable, parce que toute discussion, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire une société non violente, qui considère que la force physique, le courage moral ou physique, c'est le début du nazisme, c'est le début de l'extrême droite. Une idéologie ultra-matriarcale, si vous avisez de défendre le père, la loi, etc., vous êtes un nazi. Une société d'omnitolérance, une société d'omnitolérance sur tous les sujets, et surtout bien sûr les sujets de mœurs, de sexualité, une société d'hédonisme. En fait, l'idée quand je dis la mondialisation est un bloc, au cœur de la mondialisation, c'est la boîte noire de cette mondialisation, c'est on va dire c'est bon plaisir, Uber, Alès. C'est ça le cœur de la machine. Or, que font ces gens? Alors, au nom de ça, vous ne pouvez plus assimiler, au nom de ça, vous ne pouvez plus avoir de frontières, au nom de ça, vous ne pouvez plus avoir de démocratie, au nom de ça, vous ne pouvez plus avoir de débat, etc. Mais au nom de cette même matrice, ils font venir des gens, mais pas un peu, hein, en très grande quantité, à raison de 300, 400, 500 000 par an, record absolu battu par Emmanuel Macron. Depuis 2005, 5 millions de plus. Depuis 2017, sur les 5 millions,
il y en a eu pratiquement 2 millions dus à la politique d'Emmanuel Macron. Ces gens-là ils sont pas du tout des individualistes, hein. Ils sont dans des systèmes claniques. Ils sont pas du tout dans le matriarcat, ils sont dans le patriarcat. Ils sont pas du tout dans le philosémitisme. Je vais vous faire un dessin, mais voilà. Le gender fluid, LGBT, etc., c'est pas trop leur tasse de thé non plus. La force, oui, ça, la force, ils connaissent. Le courage, indiscutablement, pour moi, c'est une vertu. Donc, ils sont effectivement très courageux, mais ils ne sont pas que courageux, ils sont ultra violents. Et si vous n'appartenez pas à leur clan, si vous n'êtes pas de leur religion, de leur quartier, etc., ils vous tuent. En fait, pour un oui, pour un non, pour un regard. Donc, cette même société qui refuse qu'il y ait le moins de discussion sur son paradigme fait venir des gens qui sont le contraire, qui vont même, on peut le prévoir à l'avance, détruire leur paradigme. Ça qui est absolument fascinant. Alors, je ne vous fais pas le topo sur le prolétaire de substitution, sur le fait qu'un parti comme LFI, encore mieux EELV, vous savez, il y a des soldats sans sucre, il y a des partis de gauche sans ouvriers, garantie, il n'y en a pas un. Zéro. Donc évidemment, ils ont besoin des quartiers populaires, c'est feuille de vigne, une caution, ce que vous voulez, etc. Et on arrive à des trucs qui relèvent, enfin, je pense, c'est même plus de la contradiction, c'est de la maladie mentale. Et je cite Pierre Brochand, il a raison, l'immigration n'existe pas, virgule, elle a toujours existé. L'immigration n'a pas commencé, virgule, c'est une fatalité. L'immigration, c'est une fatalité, mais c'est un devoir. Il faut choisir, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, on s'en fout. Principe de non-contradiction, on bazarde. Dans le domaine religieux, on va pas discuter cette dogme. L'immigration, c'est un impératif moral. Virgule. L'immigration, c'est une nécessité, un bienfait économique. Impératif moral, c'est un bienfait économique, c'est les deux apparemment. L'immigration, de toute façon, il suffit de faire du communautarisme, c'est-à-dire de les laisser, comme dit McDonald's, arriver comme ils sont. Mais dans la même phrase, ils vous disent, oui, mais ce sont des Français comme les autres. Faut savoir, on comprend plus. De toute façon, c'est inévitable, ils sont déjà là, etc. Vraiment, on a l'impression que c'est une confusion mentale absolue, totale. Au point où l'épisode des JO de 2024 est, à mon avis, incroyable. Enfin, les historiens de l'avenir vont se dire, mais attendez, ces gens vous expliquent que les immigrés sont une chance, mais en fait, comme il y a les Jeux Olympiques, il faut les cacher. J'ai compris. En fait, les autres pays seront tellement jaloux de voir des migrants, donc on ne peut pas, il faut les cacher. Puis attendez, il y a les autres provinces, les autres pays, les villes moyennes, les petites villes et la France rurale. Elle est jalouse. Je veux dire, pourquoi il n'y a que l'Île-de-France, pourquoi il n'y a que Marseille? Il faut leur faire profiter aussi de cette chance. Donc on a évidemment des mécanismes d'excommunication, des mécanismes de chantage affectif, moral. On n'est plus du tout dans la rationalité, on est dans le délire. Au point où tous les gens, Zemmour le disait dans ses bouquins, moi aussi, des jeunes avec moi, ils me racontent des trucs. Pierre Brochand, il était ambassadeur, il n'était pas que patron de la DGSE. Et donc, quand les gens vont dans les ambassades à l'étranger, les hommes politiques surtout, ils se sentent un peu plus à l'aise, ils se détendent. Au bout de 2-3 jours, ils disent la réalité, mais ils ne croient pas un mot du dogme. Pas un mot. Personne n'y croit. La question, c'est pourquoi ils répètent. C'est ça qui est étrange. Enfin, prenez, ça tombe là, c'est un fil ou quoi? C'est très bizarre. Donc, on est dans un phénomène absolument irrationnel qui est plus difficile à expliquer qu'on pense. C'est-à-dire, ces histoires de vivre ensemble, la mixité sociale et culturelle, l'enrichissement mutuel. Le Conseil constitutionnel a parlé de principe de fraternité, sans doute qui s'exprime à travers le pillage, le racisme anti-blanc. Bon, les valeurs républicaines, évidemment. Voilà. Donc, on pense, moi je crois qu'il y a quoi là-dedans? Cette idée même de racisme, d'ailleurs, au cœur de la définition de ce qu'est l'extrême droite pour eux, renvoie à l'astre noir hitlérien. C'est quoi le racisme? On est au confluent de plusieurs notions qui sont très floues, qu'il faut à mon avis éclairer. D'abord, ils vous disent tous, ah non mais on est tous racistes, tous quelque chose en soi de raciste, etc. Vous connaissez la chanson? On a tous du racisme en soi, c'est ce qu'ils répètent. Bon, donc ils ont peur du racisme en eux. Mais avouez-le, enfin, quand vous parlez de ces populations, quand vous ne voulez pas leur appliquer la loi, quand vous ne voulez pas leur appliquer le confinement, quand vous dites, le procureur de la République de Dijon dit les Arabes de Dijon, ils s'écoutent parler? Non mais, ok camarade, mais, enfin lâche-toi, en fait, ils sont racistes, la bourgeoisie française est raciste, elle était raciste à l'époque de Vichy, elle est restée raciste. Ça, c'est un secret de polichinelle.
Donc, effectivement, ils ont raison d'avoir peur du racisme en eux. C'est leur racisme à eux dont ils ont peur, évidemment. Et ils le savent qu'ils sont racistes en plus. Et leur paternalisme pue le racisme à des kilomètres. Les gens, comme ils disent, des quartiers, ils le sentent parfaitement. Deuxième chose, mais en fait, hein, évidemment, tout le monde le sait, ils ont peur de paraître racistes, d'être taxés de racistes. Parce que bien sûr, il y a le fameux dérapage, il y a le couloir de pensée hein, avec le corridor, et attention, il faut avoir le permis de conduire hein, juridico-politico-médiatique. Hein. Si vous faites la moindre embardée, on le sait bien, c'est l'ostracisme, c'est la mort sociale. Donc ils ont effectivement peur d'être racistes, d'être taxés de racistes. Mais surtout, au fond, c'est un secret là encore de Polichinelle, hein, je pense qu'ils ont effectivement peur du racisme des quartiers, en fait, en réalité. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que pourquoi préventivement charger les Français de xénophobie, de détestation de la religion de l'autre, de détestation de l'autre, de s'intéresser à la couleur de peau des autres, etc., d'être dans quelque chose qui n'a rien de français, d'ailleurs. C'est pas du tout la définition. Enfin, désolé, j'aime beaucoup Philippe de Villiers, je pense que c'est un homme brillant et qui a cette idée, qui a une idée absolument lumineuse avec le parc est un homme d'une éloquence incroyable, mais sincèrement, si la France, si la Vendée, si ce que représente la Vendée, la France des cathédrales, Mont-Bois, Saint-Denis, fait partie de la France, ce n'est pas toute la France. Et ce qui est vraiment la France, ce qui est le plus spécifiquement français, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est effectivement quelque chose qui nous rapproche des Polonais, des Hongrois, avec lesquels on a bien sûr des points communs. Il y a une matrice chrétienne, mais ce qui est spécifiquement français, c'est pas vraiment ça. Ce qui est spécifiquement français, c'est l'union de la mer du Nord et de la Méditerranée, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est le fait de faire un peuple avec des gens qui sont ethniquement différents. Donc c'est pas un problème pour nous, ça. Oui, parce que nous sommes exogames, parce que nous sommes, on va dire, génétiquement antiracistes, si on peut dire ça comme ça, le voile peut nous poser problème, par exemple. Oui, ça peut nous poser problème. Bien sûr qu'il y a une exogamie française. Un Anglais, ça ne viendrait jamais à l'idée d'épouser une Pakistanaise. Donc il s'en fout que les femmes soient voilées. Un Américain, c'est pareil, il ne va pas, sauf exception, la famille Obama, mais c'est très très rare, il n'y a pas ce mélange. Chacun chez soi. C'est la culture protestante. En France, le voile, évidemment, ça veut dire tu ne toucheras pas à ma femme. Enfin, nos femmes sont nos femmes. Si éventuellement tu veux te marier avec une musulmane, tu dois te convertir. C'est absolument incompatible avec le logiciel français. C'est précisément en raison de l'antiracisme français que le racisme, la xénophobie, l'intolérance religieuse de l'islam et des populations du Maghreb, de Kabylie, des clans, des cousinats de Kabylie, du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, ou des Afghans, alors eux, c'est le top, ça ne passe pas du tout, en fait. Ça ne marche pas. Il y a vraiment une erreur système et une incompatibilité. Et je pense que la classe dirigeante le sait. Elle sait bien qu'il y a un racisme très virulent de la part des populations qui s'installent ici, sans parler de l'instinct, enfin de l'idée revancharde, on va les coloniser à notre tour, etc. Et qu'ils en ont peur, en fait, en réalité. C'est une inversion, à mon avis, totale. En fait, si on récapitule maintenant, on peut arriver à la conclusion. Il me semble que ce qu'on appelle extrême droite, c'est non seulement l'interdiction du débat, c'est non seulement cette espèce de peur panique d'un racisme de l'autre en soi aussi, c'est aussi finalement une inversion complète. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la préférence étrangère pour des groupes étrangers qui se montreraient violents, impérieux et conquérants sur le territoire? Qu'est-ce que c'est, sinon, finalement, une attitude qui relève complètement de la mentalité de Vichy? Ces histoires de point Goodwin, je pense que ça n'a aucun sens, et le principal critique qu'on peut adresser aux gens qui nous parlent d'extrême droite tous les jours, c'est qu'ils ne saisissent pas la singularité de notre époque. Ils refusent de saisir la singularité de notre époque, et effectivement, ils la voient en noir et blanc avec la grille de lecture 20, 30, 40, des années 30-40. Maintenant, si on prend ce point Goodwin au sérieux, mais, enfin, ils nous prennent un peu pour des imbéciles quand même. C'est-à-dire, quand vous ouvrez, par exemple, les mémoires de Maurice Garçon sur l'occupation, qui sont les collaborateurs? Qui sont les pétainistes? Qui sont les gens d'extrême droite? Enfin, leur définition, ce ne sont pas des gens d'extrême droite, mais ils collaborent avec des étrangers qui sont venus en armes faire la loi, et qui sont ultra-racistes. Alors, pas seulement les filles. D'abord, Maurice Garçon parle de toutes les vedettes de l'époque. Les vedettes de la chanson, les vedettes du sport, les chanteurs à la mode, etc. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les people, ils appellent ça les vedettes. Les hauts fonctionnaires.
ça revient souvent sous sa plume. Les magistrats, les plus collabos des collabos pendant l'occupation sont les magistrats. Tous les historiens vous le diront. Bien sûr, les puissances d'argent, bien sûr, le MEDEF de l'époque, qui veut cette fameuse immigration pour les métiers en tension, et aussi, effectivement, l'extrême gauche. Tous les acteurs du théâtre de l'antifascisme, ce sont les héritiers symboliques, évidemment, c'est vraiment les mêmes, encore que Geoffrin et compagnie, de toute façon. Mais grosso modo, c'est pas nécessairement les mêmes, sont les héritiers symboliques des gens qui ont été les plus impliqués dans la collaboration. C'est ça qui est dingue. Poussons le point Godwin jusqu'où ils veulent faire du point Godwin, ils veulent comparer, alors comparons, très bien. Mais c'est quoi la sociologie des gens qui faisaient sauter les trains? C'est pas les gens qui votent RN par hasard aujourd'hui? Ah si, d'accord, ok. Mais vous voulez lutter contre le racisme, vous voulez lutter contre l'antisémitisme en 2023, vous voulez lutter contre la misogynie en 2023, vous voulez lutter contre l'homophobie en 2023, vous voulez lutter contre la xénophobie en 2023, vous voulez lutter contre la haine de l'autre, contre la violence, contre des groupes, des petites bandes armées de jeunes qui tabassent pour un oui, pour un non. Bah, je sais pas, commencer par lutter contre l'islamisme, non? Ça serait peut-être une idée. Enfin, je dis ça, je dis rien, évidemment. S'il y a une extrême droite en France aujourd'hui, elle se trouve dans ces bandes de jeunes déstructurés, réislamisés, extrêmement haineux dans les quartiers. Je ne vais pas dire que ce qui s'est passé en France, c'est la nuit de cristal à la française. Enfin, si vraiment ils veulent absolument qu'on fasse des comparaisons, moi je pense que la comparaison elle est débile parce qu'on est dans une époque totalement différente. On n'est pas du tout menacé par le totalitarisme, on est justement menacé par le primat de l'individu. Donc ça, les repères orthonormés ne sont pas les mêmes. Mais si vraiment ils veulent comparer, ça me semble quand même plus ressembler à la nuit de cristal qu'à autre chose. Ensuite, l'antiparlementarisme. Ah ben c'est intéressant comme sujet, l'antiparlementarisme. D'accord. Alors, je vous passe le parti de l'étranger, la lâcheté, le conformisme, l'aveuglement, le fait de se coucher, etc., etc. Là, on est complètement, à mon avis, dans la classe dirigeante française, et notamment après cette histoire de pillage et d'émeutes. Puisque c'est la loi du plus fort, on va faire une minute de silence, peut-être ça va les calmer, on ne sait pas. Je termine là-dessus, l'antiparlementarisme. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'ils disent que l'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme, et en même temps, je ne vous fais pas la démonstration, si vous essayez de débattre sur un certain nombre de sujets, ces sujets sont interdits, mais au point où ils ne s'écoutent même pas parler. Ils n'entendent même pas ce qu'ils racontent. Reprenez la bande d'enregistrement que vous trouverez très facilement sur Internet d'Emmanuel Macron qui lance le grand débat à la télévision. L'heure était grave. Ça a quand même un peu chauffé pour lui. Le gars dit, décomplexé, totalement décomplexé, bon, son habitude, nous allons dans ce grand débat parler de tout. Il n'y aura pas de tabou. Nous pourrons même parler d'immigration. Mais tu l'as dit en fait. Enfin, c'est très très étrange. Très étrange. Maintenant, pour eux, on le sait aussi, et c'est aussi ce qui nous rassemble ce soir, quelles que soient nos différences peut-être politiques, etc., c'est l'attachement à la souveraineté nationale, à la souveraineté populaire. Pour le dire autrement, c'est notre légalisme. Pour le dire autrement, c'est notre attachement pas aux valeurs de la République qui sont la destruction totale de la République en acte, non. Notre attachement à la République. L'article 3, la République au sens de la res publica, article 3. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Pardon, la souveraineté nationale. Donc l'idée que la nation, c'est un peuple, que ça fait la distinguo entre les citoyens, les non-citoyens, que, comme le dit l'article 3, aucune section du peuple, donc pas des groupes ethniques, hein, pas des islamistes, pas des LGBT, pas des gens financés par l'ambassade de Russie, de Chine, je sais pas quoi, non, personne, aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Mais ça leur arrive de lire la Constitution. En fait, le souverainisme, ce n'est pas une idéologie d'extrême droite, c'est même pas une idéologie, c'est même pas un groupuscule, c'est même pas une idéologie particulière. Normalement, le souverainisme, ça s'appelle les règles du jeu démocratique national d'un État-nation démocratique universaliste. Pointe à la ligne. Donc il y a quand même une étrangeté incroyable. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des phénomènes, à mon avis, inconscients, je n'aurai pas le temps de développer, mais des phénomènes inconscients sur le fait que ça a toujours existé dans des régimes politiques donnés, en particulier dans notre histoire, ça a toujours existé, des gens contestent les règles du jeu, soit des mauvais joueurs, disons, politiques. Exemple, les royalistes au moment de l'installation de la République, ils ne voulaient pas de la République, ils voulaient d'autres règles, la monarchie, parfois la monarchie absolue. Le Parti communiste,
De Gaulle avait brocardé comme parti d'étranger le Parti communiste. Ça a été pour ça que les gens avaient très très peur en 1981. Il paraît que toutes les pharmacies du 16e et du 8e arrondissement n'avaient plus de produits calmants, etc. Ils avaient très très peur. Effectivement, les communistes ne faisaient pas mystère de la volonté de faire la révolution, en fait. Ils ne croyaient pas aux institutions républicaines démocratiques. En réalité, l'homme étant ce qu'il est, ils ont fini par obéir à la hiérarchie et par jouer le jeu républicain. Mais il y a toujours, à toutes les époques, des gens qui refusent les règles du jeu. Alors souvent, on les appelle d'ailleurs les extrémistes, on les traite d'extrémistes, hein, les ultras, l'extrême gauche, les bolcheviks, le couteau entre les dents, tout ce qu'on veut. Là, on vit quand même dans une époque extraordinaire, extraordinaire parce que au pouvoir, il y a des gens qui contestent, qui piétinent, qui s'essuient les pieds sur le principe de la souveraineté nationale. On ne va pas reparler de 2005, on ne va pas reparler de l'idée de souveraineté européenne, on ne va pas reparler du fait que la monnaie, on n'en a plus, le budget, on n'en a plus, etc. Enfin, le fait que le peuple en fait, a été littéralement châtré, en fait, au genre institutionnel, juridique, par eux, qui ne parlent que d'une chose, des valeurs de la République contre les idées d'extrême droite, qui sont quoi? La souveraineté nationale, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire l'article 3 de la Constitution. Non mais on est vraiment chez les dingues. On est vraiment chez les dingues. Donc le gouvernement français, démocratiquement élu, c'est ça tout le paradoxe, conteste les fondements même de la démocratie française et de la souveraineté nationale française. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et bien sûr, les gens qui contestent le fait que on ne vous a jamais demandé votre avis, mais on fait quand même venir une immigration de peuplement, on ne vous a jamais demandé votre avis, mais de toute façon, les juges décident, les institutions européennes décident, et vos élus n'ont plus de pouvoir. Si vous contestez ça, eh bien vous êtes, je vous l'annonce, peut-être que vous ne savez pas, d'extrême droite. Voilà, merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.